Ben D'accord? voilà, donc ça va être une suite Nada, je pense. Donc Tout à fait. on va poursuivre la réponse à l'ensemble des questions des participants. Ben Mhm. sinon, ça serait une séquence, je pense, d'orientation surtout. Donc, il n'y a pas de sujet en particulier. Donc, on est là pour répondre à toutes les questions, à toutes les interrogations des participants, que ce soit sur le déroulement De durant l'événement. les 2 jours ou que ce soit sur des sujets qui sont liés au recrutement en particulier ou là, le processus recrutement d'une manière générale sur le marché marocain, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'expérience avec nos clients ou là, avec l'ensemble de nos clients. Ou bien s'il y a des questions qui sont liées à l'aspect RH d'une manière générale, on est là pour vous apporter des réponses ou Mhm. bien vous orienter vers des pistes pour avoir un complément d'information. Tout à fait. Alors, je vois passer des questions sur les offres qui seront disponibles, les offres de stage et de contrat CDI qui seront disponibles. Comme expliqué par Mustafa tout à l'heure, les différentes propositions de stage ou de postes seront publiées sur notre site web et sur notre page LinkedIn au fur et à mesure. Donc, on Mm, continue de recevoir des offres de la part de nos partenaires mm. qu'on publie au fur et à mesure sur le site web et sur la page. D'accord? Je pense, c'est-à-dire durant toute cette période de préparation, Mhm. on pourrait déjà s'annoncer peut-être sur une centaine de stages qui ont été formulés par nos clients. Mhm. Ce qui suivra, c'est la publication. Donc, restez connectés pour pouvoir suivre les offres de stage en particulier. Et certains de nos clients, ils vont les partager lors des sessions ou là, des compagnies talks qui vont animer. Mais plus globalement, donc, il y a déjà des propositions de stages en développement avec du Oui, .NET, du Java et différents langages. Il y a aussi des stages fonctionnels sur la partie émoi. Donc, oui. il y a différents sujets. Mhm. Des offres en finance, pas à ma connaissance, puisque de toute façon, le forum est destiné principalement au profil IT, mais ceci n'empêche, si on a de la visibilité sur des opportunités dans ce sens, on va les publier. Alors, Jean-Daniel pose la question sur Humain. le recrutement des étrangers. Est-ce que dans le contexte actuel, les entreprises continuent de recruter des étrangers vu toute la longue démarche qu'ils peuvent avoir derrière? Oui, en effet. Alors, il faut savoir qu'ici au Maroc, légalement, il y a la possibilité de recruter les Algériens, les Tunisiens, les Sénégalais. Tu me confirmes, Nadia? Oui, effectivement. Avec des contrats semblables aux contrats locaux. D'accord? Effectivement, pour les autres nationalités, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut suivre toute une procédure à l'APEC, c'est-à-dire faire la publication, recevoir les candidatures. Je crois il faut recevoir il faut avoir reçu des milliers de candidatures pour trancher que le profil n'est pas disponible au Maroc pour pouvoir ensuite recruter quelqu'un de l'étranger, à moins que ce soit un contrat expatrié. Donc, effectivement, pour les étrangers, à part les Algériens, les Tunisiens et les Sénégalais, c'est un peu compliqué. Et en plus, avec la situation actuelle Tout à sanitaire, fait. donc le process du recrutement des seniors, même d'ailleurs, il a été Mhm. suspendu. Parfois, ça se débloque, parfois, ça se bloque. Donc, avec la situation actuelle, la procédure, elle est devenue plus compliquée, Mhm. vu la fermeture des frontières, vu toute la procédure qu'il faut respecter pour le faire. Donc, les grands comptes ont suspendu la forme et espérons, c'est-à-dire début 2021, que ça se débloque et que ça pourrait reprendre. Mais pour les jeunes, c'est plus compliqué encore. Mhm. Tout à fait. Pour un profil IT, quels sont les points qui signifient un très bon CV? Moi, je dirais principalement la formation. Dans un deuxième temps, on a les certifications. Alors, pour un profil IT, c'est vraiment les certifications qui peuvent faire la différence entre un profil et un autre.
Et puis, il y a tout ce qui est soft skills, capacité à travailler en équipe, sous stress, parce que vous imaginez, dans le domaine IT, on est suivi par des livrables. Donc, il faut avoir cette capacité de pouvoir travailler sous stress et faire des livrables dans les délais. Et puis aussi, il y a la partie langue qui peut faire la différence. Donc, la maîtrise du français et de l'anglais sont fortement souhaitables. Ouais. Mais si, c'est-à-dire si je dois classer en termes de priorité, ce sera clairement les certifications. Oumaima se pose la question, est-ce qu'il y a besoin au niveau de DevOps pour les débutants? Peut-être un débutant et pourrait intégrer une équipe qui travaille sur le DevOps, mais pour que lui, il sera rattaché directement à un sujet DevOps, je pense que ça demande un recul, ça demande une expérience déjà pour coupler le développement, c'est-à-dire les sujets qui composent le DevOps. Il faut avoir un minimum d'expérience, je pense. Il doit déjà travailler sur le développement et toucher ou là être en contact direct avec les intégrateurs et avec l'autre côté de l'infrastructure pour pouvoir parler des sujets DevOps ou là d'être sur des sujets DevOps. Oui, en PFE, c'est possible. Mais c'est-à-dire occuper un poste en DevOps immédiatement sorti école, moins je dirais. On a une question, je n'ai pas le nom de la personne, donc je n'ai pas bien compris comment se passe un entretien en mode speed hiring. Alors, on a déjà organisé un atelier dans ce sens, où vous pouvez visualiser l'intégralité de l'enregistrement, soit sur notre page LinkedIn, soit sur YouTube. Mais globalement, c'est un entretien qui va se dérouler sur une période ou bien une durée de 10 à 15 minutes, d'accord? Et où vous allez devoir présenter l'essentiel de votre expérience, que ce soit des stages, que ce soit c'est-à-dire des projets perso. Par exemple, pour les développeurs, ça leur arrive de développer des applications à titre personnel ou bien académique. Donc, il faut mettre en valeur ces projets, ces réalisations et bien entendu les soft skills, la formation. Il ne faut pas s'attarder trop sur tout ce qui est formation, tout ce qui est expérience qui sont visibles sur le CV. Il faut plutôt aller au-delà ou bien permettre aux recruteurs de lire un petit peu entre les lignes pour avoir une idée sur ce que vous avez concrètement réalisé et ce que vous avez appris. Je pense qu'il faut faire appel à son esprit de synthèse, généralement lors d'un entretien en speed hiring. Donc, il ne faut pas s'attarder sur les détails, mais il faut être synthétique dans ce que vous présentez pour accrocher le plus rapidement votre recruteur. Bien entendu, oui. Généralement, votre présentation va se dérouler sur une durée de 4 à 5 minutes. Ça ne doit pas dépasser les 5 minutes en tout cas. Alors, on a une question de Fatem Zahra Saadi concernant les chercheurs de stage de fin d'études. Sur quelle partie du CV vous vous intéressez pour calibrer le profil? Je dirais la formation. Et peut-être si vous avez participé à des projets académiques au cours de votre formation, ce sera bien de les mentionner. Oussama nous pose la question sur la disponibilité des opportunités de premier emploi. Oui, effectivement, on a des postes en CDI qui seront publiés. L'événement, dans sa globalité, c'est pour l'insertion des jeunes et des premiers emplois. Donc, le stage, c'est un pont. Ou là, le PFE, c'est un pont vers l'emploi. Donc, quand on décroche un stage ou là, un PFE, c'est dans un objectif de le convertir vers un CDI. C'est une première piste où on a beaucoup plus de chances pour la conversion.
Donc, moi, je dirais, en cette période en particulier, il ne faut pas s'attarder sur le contrat. Est-ce que c'est un contrat CDI ou est-ce que c'est un stage ou un Tout à PFE? fait. Donc, c'est vrai que le PFE, c'est une nécessité pour valider la formation de base, mais ça n'empêche, donc, il faut aller vers les différents sujets pour pouvoir convertir au mieux, vers un contrat Mhm. CDI. Donc, ne restez pas fermé sur le type de contrat. L'essentiel, c'est de décrocher, c'est-à-dire un sujet. L'essentiel, c'est de participer à un projet qui va vous permettre de défendre votre profil davantage. Parce que avec la situation actuelle, ben, une fois ça va se débloquer, je l'espère, Inch'Allah, bientôt pour le pays et pour le monde entier, les recrutements, ils vont suivre. Donc, les postes, ils seront ouverts. Mhm. L'activité, il va reprendre, c'est-à-dire avec une vitesse qui va être plus élevée. Donc, il faut profiter de ce silence, il faut profiter de la période où on a plus de temps pour la formation, pour l'auto-formation, pour l'auto-apprentissage d'une manière générale, pour pouvoir se démarquer une fois le lancement ça se fait. Effectivement, il faut prendre une longueur d'avance. Il faut profiter de cette période pour avoir une longueur d'avance et surtout, clairement, comme a dit Nadia, au moment où ça va se débloquer, les profils qui auront plus de chances d'intégrer le marché de l'emploi, c'est clairement les personnes qui ont une première expérience, que ce soit en stage ou en CDI. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des propositions de stage, essayez de négocier la durée. Les stages de longue durée sont souvent considérés comme une expérience qui compte au niveau de votre parcours. C'est-à-dire, si vous arrivez à décrocher des stages d'environ 6 mois, ce sera excellent. Mhm. Ah ben même parfois plus, donc Oui. Mhm. il faut le faire parce que c'est vrai que, Inch'Allah, 2021, quand les choses, c'est-à-dire reprennent, ben, lors des entretiens, Nada, je pense que on va entendre Covid, on va entendre j'étais pas actif parce qu'il y avait le Covid. D'ailleurs, on l'entend déjà actuellement. On est toujours face à des candidats qui ont subi les conséquences du Covid, qui ont Mm. eu des arrêts de contrat ou bien des arrêts de période d'essai ou bien des arrêts de stage. Et ce sont des choses qu'on comprend actuellement. C'est-à-dire, il n'y a Oui, pas de jugement là-dessus. mais ce qui Mais pour les débutants, marquera, oui, Shaima. oui, allez-y, Nat. Mais ce qui marquera les employeurs d'une manière générale, c'est la façon dont le candidat, qu'il soit junior ou senior, Mhm. il a géré cette période. C'est important. Oui. Il ne faut pas baisser les bras, il faut s'accrocher. Donc, il ne faut pas rester en attente que ça se débloque, que ça vient, que les process reprennent leur forme classique ou la habituelle. Ça m'étonnerait que ça va reprendre de la même façon qu'on connaît ou qu'on a déjà connu dans le recrutement d'une manière générale ou l'entreprise d'une manière générale. Donc, Mhm. la force, c'est comment la personne elle a géré cette situation, comment elle a fait face à ces blocages, et c'est ce qui va faire la différence, et non pas la formation de base ou là seulement le niveau de communication ou là l'intérêt ou la motivation. Donc, c'est un critère qui va s'ajouter les critères de sélection, j'espère 2021 de toutes les manières. Oui. Par exemple, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs personnes qui ont effectué des formations en ligne pendant cette durée du confinement. Donc là, cela, ça sera un plus sur leur CV et lors des prochains entretiens. Mhm, mhm. Tout à fait, oui. Rester à jour, rester attentif, s'adapter avec le contexte, apprendre à se connecter avec l'entreprise d'une autre manière. Donc, il ne faut pas attendre les sessions ou les appels téléphoniques tout court pour avoir un entretien. Il faut changer de façon. Il faut innover aussi dans votre façon de faire. Donc, pour pouvoir rester à jour et pour pouvoir avoir plus de chances l'insertion d'une manière générale. Tout à fait. Donc, on a une question sur la disponibilité des offres d'emploi dans le domaine de la digitalisation numérique des ressources humaines.
Je dirais que généralement, quand une entreprise entame une démarche de transformation digitale, ou bien de transformation numérique, ça touche tous les sujets, notamment les métiers support. D'accord? Après, trouver une opportunité qui va toucher uniquement la partie RH, ça pourrait être disponible au niveau, par exemple, des cabinets RH, cabinets de consulting RH. Donc là, vous pouvez trouver effectivement des opportunités qui visent que la partie RH ou bien travailler chez des éditeurs qui ont comme clients des cabinets ou bien des clients RH qui vont s'intéresser qu'à cette partie. Donc, il y en a une autre question donc là, de Fatima, c'est comment puis-je évaluer mon salaire actuel avant d'estimer une prétention salariale? Donc, selon moi, alors, pour un débutant, donc là, alors, un employeur, il est prêt à payer à un candidat, donc là, qui possède de l'expérience, des compétences dont il a besoin. Du coup, il faut absolument connaître la valeur et estimer, donc là, à ce moment-là, son salaire, le salaire les prétentions salariales que vous allez proposer. Prétendre. Quels sont les différents types de contrats? Donc, ça, c'est Fathi. Quels sont les différents types de contrats de travail et comment on peut choisir le bon type de contrat? Donc, au Maroc, on a le contrat CDI, le contrat CDD et un contrat de stage ou de formation. Donc, majoritairement, c'est ça ce qu'on utilise au Et Maroc. l'ANAPEC, oui. Et même un APEC. Et un contrat ANAPEC. Donc, que choisir? Clairement, C'est si on a le choix, on va choisir un un CDI. CDI. Mais quand on est débutant, généralement, on n'a pas ce luxe de choisir. Du coup, comme a dit Nadia tout à l'heure, l'essentiel, c'est d'étudier l'opportunité. Au-delà du contrat, il faut voir l'opportunité. Il faut voir, parfois, un stage peut être plus enrichissant qu'un CDI. Donc, il faut voir l'opportunité dans sa globalité, étudier les différents aspects et puis faire le choix en fonction de ce que vous allez apprendre. Parce que par la suite, le type de contrat, même par exemple si c'est un contrat ANAPEC, vous n'êtes pas obligé de le mentionner sur le CV. Ça compte pour une expérience. D'accord? Pareil pour le CDD, pareil pour un stage longue durée. Je pense même le contrat ANAPEC, il a pas mal évolué. Donc, il y a un contrat CDI ANAPEC, donc c'est-à-dire où l'employeur il est exonéré mais les affiliations, je pense, mais le collaborateur il bénéficie des affiliations personnelles, la part personnel qui est ça, mais pas l'employeur. Donc, il est exonéré pour pouvoir, c'est-à-dire encourager l'employabilité, pour pouvoir alléger à l'entreprise aussi la charge. Donc, si c'est pour un début de carrière, si c'est pour l'insertion, pourquoi pas? Donc, ce qui va manquer, c'est les points, peut-être les affiliations à la CNSS, mais ce n'est pas dramatique pour une période de 6 mois ou 12 mois même, quand il le faut, au lieu de rester inactif. Mais après, ça dépend des gens, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est-à-dire choisir comme contrat quand on a le choix. Mais quand on n'a pas le choix, un contrat ANAPEC ou un contrat CDD ou un contrat d'insertion ou de stage ou de formation, il reste important que rien faire ou là de rester inactif. Effectivement. Car en tant qu'un débutant, il faut réfléchir intelligemment. Donc là, ce qu'on recherche, c'est de l'expérience, c'est ce qu'on va acquérir suite à cette expérience et c'est ce qu'on va apprendre. C'est le plus important. Effectivement. Du coup, n'importe quel contrat, il n'y a aucun souci en tant qu'un débutant. Mais après, on a un bagage qui nous permettra de négocier par la suite et la partie salariale et le contrat et les missions. Donc, on aura la possibilité de négocier cela dans le futur. Mais l'essentiel, c'est-à-dire c'est déjà démarrer, déjà dépasser avec le début qui est très difficile. Mais après, vous aurez l'occasion de négocier et par rapport à vos prétentions et par rapport à vos missions, ainsi de suite.
Ayoub nous pose la question sur la disponibilité d'offres dédiées aux développeurs .NET Junior. Oui, effectivement, il y a des offres dans ce sens. Pour les opportunités PFE, quel est le planning dédié et quels sont les sujets de stage proposés? Je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que vous voulez dire par le planning dédié. Donc, si vous parlez, par exemple, des entretiens, comment ça va se dérouler? Alors, ça va se dérouler sur les 2 prochaines semaines. On va essayer de voir avec les entreprises s'ils vont prendre en intégralité cette partie, c'est-à-dire s'ils vont s'occuper de la partie préqualification et entretien directement, ou bien si on va prendre en charge la partie préqualification. Mais de toute façon, les entretiens seront vont se dérouler sur les 2 prochaines semaines, Inch'Allah. Pour les sujets de stage proposés, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs sur le développement, sur la MOA. Donc, toutes les propositions de stage vont être publiées sur notre site web. Oui, oui. Ils vont découvrir ça plus en détail avec c'est-à-dire les intervenants, les entreprises intervenantes. Ben, je pense DocaPost, déjà, il a des sujets de stage qu'il va partager lors de sa session et les autres comptes clients certainement. Mais le détail dans son détail et les exigences, les stages ou les sujets des stages dans le détail, ça, c'est ce qu'ils vont découvrir effectivement, Nada, lors de la semaine prochaine, Inch'Allah, ou des 2 semaines à venir. Comment on peut défendre le changement de poste autant que débutant? Ben, il faut être convaincu par la raison de changement pour pouvoir convaincre le recruteur. Donc, si on change juste pour changer, on aura du mal à défendre cela. Mais quand on a des raisons, c'est-à-dire valables, pour changer, ben, on trouvera le moyen de le défendre avec un recruteur. Ben, ça dépend de votre raison, c'est-à-dire ça dépend de la raison pour laquelle vous avez décidé de changer votre employeur actuel. Donc, est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est les sujets? Est-ce que c'est la disponibilité? Donc, ça dépend. Donc, il faut réfléchir, c'est-à-dire profondément, c'est-à-dire quelles sont les vraies raisons. Donc, c'est surtout ça, parce que parfois on est réduit en erreur. Donc, on n'analyse pas assez la situation, ou là, on est influencé par par d'autres personnes, ou là, par des situations qui arrivent à nos collègues. Et donc, c'est l'hémorragie où tout le monde a envie de changer pour changer, où là, ma collègue a quitté, donc je dois quitter, ainsi de suite. Et ça, c'est récurrent, c'est-à-dire dans les rangs des juniors, d'une manière générale, au sein de l'entreprise. Où là, on est influencé. Il y a un manager qui quitte, donc c'est toute l'équipe qui se prépare pour changer parce qu'il n'y a plus mon manager, donc il n'y a plus rien à faire. Il faut se détacher de ce sentiment, il faut savoir faire la différence, il faut savoir juger la situation, son propre viseur, c'est important. Donc, quand on voudra changer, ou là, quand on décide de changer ou là, de quitter un employeur, il faut prendre le temps pour réfléchir et pour souligner les vraies raisons et pour présenter les bonnes raisons pour le deuxième recruteur. Et quand on est convaincu et on est clair dans ses propos, on peut convaincre facilement et inconsciemment même quand on est en entretien. Quand on détourne une situation ou une autre, alors ça se sent lors d'un entretien, on comprend, le recruteur comprend facilement les vraies raisons, mais les prétextes qu'adopte généralement un jeune diplômé ou même un senior. Tout à fait. Et je rajouterai juste un petit détail. Si j'ai un conseil à donner dans ce sens, ce sera clairement pas d'évoquer l'aspect financier. C'est-à-dire, même si on a changé pour le salaire, un salaire, il ne faut pas l'évoquer ainsi. Parce que vous aurez le recruteur aura l'impression que vous cherchez juste à augmenter votre salaire, que vous cherchez juste l'aspect financier et que vous n'êtes pas forcément convaincu par le secteur d'activité, par l'opportunité elle-même. Oui, l'aspect pécunier, il reste important parce que
tout le monde, je dirais, mais chez la majorité, Oui. mais tout le monde travaille pour un salaire, mais vous allez vous rendre compte, une fois vous touchez ce salaire, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis bien? Hein? Est-ce que j'aime ce que je fais? C'est important parce que toucher un gros salaire, mais vivre ses journées difficilement, ça fait toute la différence et ça impacte la productivité et la motivation. Donc, et sans ces deux critères, on ne peut pas faire carrière. Donc, oui, à une certaine période dans notre parcours professionnel, on est plus attiré par l'aspect financier parfois, mais avançons dans la carrière, donc on va comprendre et on va se rendre compte à quel point c'est important d'équilibrer entre l'aspect financier et l'environnement de travail. Bon, quand je dis l'environnement, c'est le projet, c'est l'évolution, c'est rester à jour par rapport à la technologie, c'est avoir des possibilités d'évolution par la suite que de stagner avec un gros salaire durant des années ou là, durant longtemps, ainsi de suite. Donc, il faut savoir équilibrer entre l'ensemble des aspects pour pouvoir décider par rapport à un emploi, là, par rapport à un employeur. Il y a une question de Boukoutaïa Oussama, donc là qui dit bonjour, je suis étudiant en ingénierie des applications mobiles. Je veux juste savoir quand je dois accrocher le stage et si je veux une grande entreprise comme SQLI et CGI, comment ça se fait? On vous donnera les contacts des deux entreprises. Donc là, alors pour moi, il faut juste chercher l'adresse mail de l'entreprise pour que je puisse postuler. Ou bien, plus simple, une méthode plus simple, c'est d'ajouter les responsables recrutement, les chargés de recrutement au sein de l'entreprise dont je souhaite intégrer. Et j'essaie d'envoyer un message accompagné de mon CV. Donc là, si ça ne marche pas pour cette fois-ci, je peux relancer une autre fois, juste que la durée ne soit pas courte. D'accord. Et Et ça marche. quand la personne elle est ciblée par rapport à son choix d'entreprise, donc là elle parle de CGI et de SQLI, donc d'ailleurs on a pas mal collaboré avec ces deux comptes. Donc la première des choses que doit faire un jeune diplômé, déjà, c'est-à-dire c'est de suivre le compte qu'il souhaite intégrer. Rester à jour par rapport aux informations, donc rester à jour par rapport à la consultation des offres qu'il publie. Avoir au moins une dizaine de contacts dans l'entreprise, parce que quand on parle de CGI ou de SQL, c'est des milliers de collaborateurs. Donc, il faut avoir au moins une dizaine de contacts au sein de l'entreprise dans différents domaines, c'est-à-dire le RH, comme le projet, comme la partie technique, oui, pour pouvoir suivre. Donc, ça se constitue. Donc, si tu cibles aide les deux comptes, donc il faut constituer une base de données via le compte, rester à jour, rester informé. C'est comme tu veux acheter un produit, que tu me les caractéristiques techniques ou les caractéristiques fonctionnelles dialo kamlin, le prix, la disponibilité de son stock, ainsi de suite. Donc, carrément, oui. Donc, il faut étudier le compte, il faut avoir des contacts, il faut initier des relations dans l'entreprise et sauter sur l'occasion quand il se pose. Donc, quand on a une offre d'emploi qui est publiée pour un jeune ou là pour un senior ou là pour un directeur, c'est à ce moment-là où le travail commence, où on va être, c'est-à-dire partager le CV, ou là, c'est-à-dire faire un message personnalisé, donc ainsi de suite pour pouvoir, c'est-à-dire être parmi les personnes contactées par l'entreprise. C'est tout un travail à faire. Donc, ce n'est pas seulement un lien ou ce n'est pas seulement une adresse mail. Donc, on peut vous donner tous les contacts, on peut partager avec vous les contacts ou les offres les deux comptes, mais est-ce que, c'est-à-dire la personne, elle pourra suivre jusqu'au bout pour pouvoir décrocher, c'est-à-dire le poste cible. C'est important. D'ailleurs, en tant qu'étudiant, vous pouvez commencer dès maintenant à développer votre réseau de contacts. Il faut savoir que 40, ou plutôt 80% des postes disponibles sur le marché font partie du marché caché. Et souvent, notamment en cas de stage, c'est l'opérationnel qui va exprimer le besoin et parfois carrément, il va faire la recherche lui-même. Il va rentrer en contact, notamment dans le cas de stage, il va rentrer en contact avec des étudiants, faire son choix et puis par la suite collaborer ou bien coordonner avec les RH pour la partie
la partie paperasse, dossier d'intégration, etc. Donc, il faut avoir un réseau aussi bien RH qu'opérationnel. Il faut le développer dès maintenant. C'est-à-dire, n'attendez pas d'être en entreprise avec un CDI pour commencer, ou bien dans un poste de responsabilité carrément, pour commencer à développer votre réseau. Ça se fait depuis les études. Alors, il y a Ayman qui nous dit que la majorité des offres sont pour des expérimentés 2 ou 3 ou 5 ans et plus. Comment un débutant pourrait-il intégrer le monde de travail vu la crise sanitaire aussi? Ben justement, cet événement a été organisé pour ça. C'est-à-dire il est dédié spécialement aux jeunes diplômés qui cherchent un premier emploi ou bien un stage. Donc, carrément, pour certains postes, on négocie avec nos clients et nos partenaires la possibilité d'intégrer des personnes avec seulement des stages dans le domaine cible. D'accord? Donc, effectivement, pour se démarquer, comme a dit Nadia tout à l'heure, il faut profiter de cette période, de cette crise, pour développer certains aspects de son profil, que ce soit la partie technique en suivant des formations. Il y a des formations qui sont disponibles gratuitement, avec des certifications gratuites ou de toute façon pas très chères. Et il faut développer ces soft skills pour pouvoir se démarquer une fois le marché va se débloquer. Mariam, elle se pose la question, Mariam Eid Asri. Elle a une question à propos du CV. Il dit normalement, j'adapte en fonction des offres, c'est-à-dire elle adapte son CV en fonction des offres, mais là, je ne sais pas l'entreprise ciblée ni les besoins demandés. Comment peut-on donc mettre en valeur de telles compétences ou telles? Alors, généralement, dans un événement de speed hiring, quand, par exemple, que ce soit virtuel ou que ce soit un forum, c'est-à-dire sur place, là, on n'a pas eu, en tout cas cette année, à cause de la crise. Mais généralement, dans ce genre d'événement, il faut établir ou bien dresser un CV standard. C'est-à-dire, vous allez mentionner l'essentiel de vos compétences et que ce soit les compétences techniques ou bien les compétences personnelles et opérationnelles. D'accord? Là, si vous voulez viser un poste en particulier, donc comme on a dit, on va publier toutes les offres disponibles et que ce soit des stages, que ce soit des CDI, et vous pouvez adapter en fonction. Je pense qu'elle pose la question donc par rapport à elle souhaite adopter l'approche qui dit qu'il faut adapter le CV normalement par rapport aux offres. Mais tant que, Mariam, tant que tu n'as pas une offre spécifique ou un compte spécifique ou une annonce qui fait des détails techniques ou les exigences demandées, tu ne peux pas adapter ton CV. Et autant que jeune diplômé encore plus, c'est vrai, Nada, elle a parlé d'un CV standard dans le fond. Mais après, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de distinguer les connaissances académiques, c'est-à-dire tout ce qu'on a eu, la formation, parfois l'étudiant ou le jeune qui tombe normalement les compétences techniques. Les compétences techniques, ça ne vient pas de l'école. Les compétences techniques, ça vient d'un projet. Ça vient d'une expérience réelle sur un projet réel pour pouvoir parler de compétences techniques. Mais tout ce qu'on a vu à l'école, généralement, c'est des connaissances techniques. C'est de la théorie. Donc, et je pense qu'il faut, c'est-à-dire la partie Nadal, il fait plus d'efforts, c'est la partie stage, c'est la partie c'est-à-dire projet académique, donc un projet que je fais avec mon collègue, un projet que je fais avec mon professeur. Si je n'arrive pas à décrocher des stages
c'est-à-dire de formation, lors de la première ou la deuxième année, peut-être. Mais quand j'ai des stages de formation et j'ai assisté à des projets, ou là j'ai participé à des projets, c'est là où je dois adapter. Mais la formation de base, je n'ai rien à adapter. C'est une formation, c'est un contenu. Ce qui fera la différence, c'est votre participation. Donc, et du coup, si je n'ai pas l'entreprise, je n'ai pas l'offre et je n'ai pas l'expérience, je ne peux pas adapter mon CV. Ça va être un CV standard avec la formation de base, avec les connaissances, mais à mon actif, il n'y a pas d'expérience qui me permettra de jouer avec le contenu d'ILA ou là, de mettre en avant davantage la partie développement, je dis n'importe quoi, Java ou la PHP ou là, je ne sais pas quoi. Donc, il faut faire la différence. Donc, quand on n'a pas l'offre, on n'a pas l'entreprise, il n'y a pas d'adaptation de CV, on va travailler avec le CV classique ou standard. Mais une fois que tu commences à acquérir de l'expérience, soit en observation, soit en participation, c'est à ce moment-là où on va adapter, où là, on va cibler davantage. Parce que le sujet le front-end, shift le front-end ou le back-end, où là, j'ai participé à des sujets front et back, mais quand il y a une offre front, je vais mettre en avant le front. Quand il y a une offre bac, je vais mettre en avant davantage le bac. Donc, ainsi de suite. Donc là, s'il vous plaît, alors je tiens juste à dire que comme quoi on a lancé un sondage. Oui. D'accord. Donc là, je vous sollicite à répondre à ce sondage-là, d'accord, pour qu'on puisse acquérir plus d'informations sur les personnes Qui participent. qui participent, qui nous rejoignent à cet événement, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, on a eu une question de la part d'un participant qui pose la question sur la possibilité d'accepter de décrocher une première opportunité avec un salaire de 4 000 dirhams, ou bien c'est dévalorisant, il vaut mieux chercher ailleurs. Moi, je dirais que ce qui est dévalorisant, c'est de rester les bras croisés, de marquer ou bien d'observer une inactivité pendant une longue période. C'est vrai que 4 000, ça pourrait être éventuellement frustrant, et ça, on le comprend. Mais de toute façon, ça vous fait, au pire des cas, ça vous fait de l'argent de poche. C'est-à-dire, et en parallèle, vous êtes en train d'acquérir une expérience, d'acquérir des compétences et une maturité professionnelle qui va vous permettre par la suite de défendre vos prétentions salariales. Donc, il ne faut pas rester les bras croisés et puis par la suite, c'est-à-dire vous pouvez rapidement évoluer une fois c'est parti, une fois c'est débloqué. Pour moi, pour les 2 premières années ou bien pour la première année, essayez de voir les choses autrement. Donc là, faut voir ce que vous allez gagner. Donc là, l'expérience. Le côté salaire, ça vient après. Vraiment, le mal, c'est que vous restez pendant 2 ans, 3 ans à chercher un bon salaire et vous restez chez vous sans aucune expérience. Et à ce moment-là, toutes vos offres vont être rejetées parce que sur votre CV, c'est marqué 3 ans de blanc ou 4 ans de blanc. Et lors d'un entretien, quand le recruteur va demander qu'est-ce que vous avez fait durant cette durée-là, vous allez dire que j'avais des offres, mais je les rejetées à cause du salaire. Effectivement, et puis par la suite, concrètement, au-delà de 2 ans d'expérience, vous pourrez éventuellement carrément tripler ce salaire. Donc là, par exemple, on traite ou bien on gère des projets de recrutement, par exemple avec un budget de 12 000 pour 3 ans d'expérience pour des développeurs notamment. Donc, il faut viser et avoir une vision long-termiste pour ne pas bloquer sur l'aspect salaire au début de la carrière. Kautar, elle pose la question, quand est-ce qu'ils vont se dérouler les entretiens? Y a-t-il des dates précises? Comme l'a bien expliqué Mustafa tout à l'heure, donc les entretiens, c'est entre le 30 et le 11. Pourquoi?
C'est pour donner la chance à tout le monde d'y participer, c'est pour pouvoir récupérer la majorité des offres d'emploi de nos clients et le planning il sera établi selon les demandes, selon les besoins des clients. Donc, on va vous communiquer le planning des entretiens qui va se tenir entre le 30 et le 11. Je ne pourrais pas te dire Kautar, c'est-à-dire c'est le 1, le 2, telle entreprise, le 3, c'est telle entreprise, parce que le planning, il n'est pas encore validé définitivement. Donc, c'est en cours de validation avec les entreprises, selon la disponibilité des clients, selon la disponibilité des opérationnels. On va afficher un programme d'entretien par entreprise quand il le faut. Mais restez attentifs, c'est-à-dire nous, on a la liste des participants, on va partager avec l'ensemble des participants et c'est l'entreprise normalement qui décide par rapport aux ressources qu'elle va recevoir en entretien. Nous, ce qu'on pourrait vous promettre, et on s'engage sur ça, c'est de vous accompagner par rapport à cela, c'est-à-dire de vous mettre davantage en relation avec nos comptes clients. C'est de partager avec vous des offres, même les mécanismes, le portefeuille client Diana quand il le faut, dans un objectif de multiplier les chances de passer des entretiens. Parce qu'on peut décrocher à partir du premier entretien, comme on peut décrocher à partir du 5e ou du 6e entretien. Donc, ça ne doit pas vous décourager si vous ne validez pas le premier ou le deuxième. Au contraire, chaque entretien qu'on passe, on apprend, on gagne des informations et on améliore notre façon de le faire pour pouvoir se donner le plus de chances à notre rendez-vous. Donc, Sheima Nada, il nous reste encore 10 minutes pour accueillir Doka Post. Donc, on prend les derniers. Il y a une question. Oui. D'accord. Donc là, il y a une question, c'est comment avoir de l'expérience sans faire pied dans le marché? Alors, ils cherchent des jeunes diplômés avec de l'expérience, mais je ne sais pas comment. Regardez, donc là, alors, quand on disait dès le début de l'événement, alors, chercher des stages. Les stages, c'est le seul moyen pour débuter une carrière, d'accord, et faire pied dans le marché. Il y a pas mal d'entreprises, avant la fin de votre stage, ils vous proposent des contrats, CDI ou bien CDD. Il y a pas mal d'entreprises qui proposent ça. Donc là, il ne faut pas être désespéré et allez-y, cherchez des stages. C'est le seul moyen d'entrer dans le marché du travail. Donc là, n'hésitez pas à chercher des stages. Et ne désespérez pas surtout. C'est le plus important. Il y a un étudiant qui se pose, ou là, un participant qui pose la question à Nada, quels sont les environnements techniques je ne vois plus la question, mais je l'avais lu tout à l'heure. Quels sont les environnements techniques les plus demandés sur le marché sur du développement? Clairement, je dirais du Java en premier lieu. Donc, ce sont des profils très sollicités sur le marché et qui peuvent faire carrière rapidement et notamment développer l'aspect compétences et l'aspect financier très rapidement. Et puis par la suite, il y a tout ce qui est .NET. Il y a du PHP, du Symfony un peu moins. Voilà. Donc généralement, ce sont les technologies les plus exigées. Mais après, il y a d'autres technologies un peu plus pointues et qui pourraient être tellement rares que la personne peut être très sollicitée à avoir rapidement ou bien peut prétendre rapidement à des évolutions de salaire, notamment quand on parle de Xamarin, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sheima, d'après aussi ton quotidien sur le recrutement. Je te partage le même avis. Donc là, alors, les postes les plus récurrents, c'est sur du Java, principalement. Ils sont sursollicités local ou l'international d'ailleurs. Donc,
Cela ne veut pas dire qu'on doit s'orienter vers du Java. Donc, il y a d'autres personnes qui ont d'autres orientations technologiques. Il y a d'autres environnements techniques. Hier, la masse oui, effectivement, la masse, elle est sur du Java actuellement. Et vu la richesse aussi les sujets le full stack, le front, le back, les versions Java aussi qui évoluent rapidement. Mais ça n'empêche que tout autre environnement technique, donc elle reste importante et pour forger ou là pour faire une carrière normalement la technologie ou la vers de l'architecture par la suite ou là, il faut survoler l'ensemble des environnements techniques, il faut rester en veille technologique pour pouvoir s'adapter avec le marché de l'IT et du digital d'une manière générale. Tout à fait. On a une question sur le fait d'avoir une offre, par exemple, dans un domaine dans lequel on a des notions, mais qui n'est pas notre domaine de carrière. Est-ce que c'est une perte de temps ou un détour bénéfique? Le participant donne l'exemple d'un informaticien qui a une offre en management. Moi, je dirais ça dépend de... Il a actuellement une offre en management. Je ne sais pas s'il a une offre en management, mais en tout cas, il a donné l'exemple d'un informaticien qui a une offre en management, par exemple. Ça dépend de ce que vous voulez faire par la suite. Si vous voulez continuer dans le volet opérationnel, c'est-à-dire le volet management, clairement, ça peut être un détour bénéfique. Mais si ce n'est pas votre domaine de carrière, si vous ne souhaitez pas faire carrière sur ça, il vaut mieux refuser l'offre. Parce que de toute façon, effectivement, ce sera une perte de temps. Il faut savoir aussi pour les profils techniques, il vaut mieux commencer par des postes techniques où vous allez comprendre le cœur du métier, puis par la suite passer graduellement vers un poste fonctionnel avec une casquette de management. D'accord? Donc, de toute façon, et je crois que Nadia partagera le même avis, de par notre expérience sur le volet managérial, c'est-à-dire dans le recrutement de managers ou bien de profils MOA, généralement, on demande un background technique sur une technologie ou une autre. Donc, il vaut mieux commencer par cet apprentissage parce que ça, c'est, on va dire, le circuit logique. Mais autrement, commencer par le management pour revenir au volet technique, c'est un peu compliqué. C'est un peu contre-courant. Oui, on peut avoir un penchant managérial, c'est-à-dire on peut avoir cette envie de manager ou là, on peut avoir des compétences ou là, c'est-à-dire on est un profil manager, c'est possible. Mais pour le pratiquer, pour le réussir, il faut passer par l'expérience. Donc, on ne peut pas être sorti école et faire du management. On va manager qui? On va manager des experts, on va manager des seniors, on va manager des référents techniques. Donc, comment pouvoir manager des ressources experts dans leur domaine de compétences sans avoir une expérience dans le même domaine? Effectivement, pour pouvoir justement les challenger au quotidien. Les qualités personnelles, ben, c'est possible. On peut avoir le charisme, le leadership naturel, oui. naturel, oui, mais il faut le forger par l'expérience pour pouvoir réussir la mission. Donc, dans le domaine de l'IT, d'une manière générale, c'est un contexte qui est très large, qui est très vaste, qui est assez compliqué. Les projets IT, c'est des projets sur les 5 continents. Souvent, ils sont, c'est-à-dire, c'est un héritage technologique de grandes structures de services ou là dans des banques ou là dans des opérateurs, là chez des opérateurs télécoms. Donc, on ne peut pas rentrer dans un environnement pareil et démarrer par le management et par la gestion. On peut avoir les compétences pour, mais il faut les forger pour pouvoir réussir. Donc, après, accepter ou refuser, ça dépend. Ça dépend de la personne. Donc, accepter pour affronter les difficultés et les dépasser, c'est bien. Mais accepter pour rester borné et dire moi je suis manager, je ne découvre pas le b.a.-ba de mon métier ou de mon projet, ça pourrait être une erreur et les conséquences d'ILH risquent d'être lourdes parce que ça va freiner, ça va chambouler la carrière, ça va obliger la personne à réinitialiser, c'est-à-dire ses choix ou là son expérience une deuxième fois.
Alors, Il y je a une vois autre qu'on a pas mal question. de questions, justement. Oui. Si on rate votre question, vous voyez qu'on a dépassé votre message, n'hésitez pas à republier la question. Oui, à la Exactement. republier. Bah, sinon, Effectivement. le groupe LinkedIn aussi, comme il a dit Mustafa tout à l'heure, est créé pour ça. Donc, il y a une équipe normalement qui va prendre en charge cette demande, c'est-à-dire au fur et à mesure, faire les 2 journées ou les jours à venir. Donc, l'objectif, c'est d'apporter des réponses à l'ensemble des questions. Pas forcément en live, mais ben, s'il y a des questions, on va y revenir sur le groupe LinkedIn. Exactement. Il y a une question d'Oussama. Quels sont les moyens à suivre pour éviter le stress et la perturbation dans un entretien d'embauche? Donc là, alors c'est normal d'être stressé le jour d'un entretien d'embauche. Tout au C'est long de normal. sa vie, tout au long de sa vie, Shaima. Ne vous Exactement. inquiétez pas, même les seniors, même les Ouais, directeurs, donc on est face au stress au quotidien. Donc, c'est pas problématique, c'est pas gênant, mais il faut juste dépasser avec le stress négatif. effectivement. Exactement. Et il Il faut faut le bien bon se stress. préparer en fait. Mhm. Il faut bien se préparer à la veille, donc là, bien relire sa candidature, l'offre d'emploi, faire des recherches sur l'entreprise, même ajuster tout ce qui est connaissance en fonction du poste à pouvoir. Euh, Comme cela, donc là, vous allez passer votre entretien comme il le faut. Donc là, Tout il à faut fait. bien se préparer à la veille d'un entretien. C'est le C'est un plus important. mécanisme naturel qui Mhm. compte le corps humain. C'est des sécrétions des glandes اللي عندنا عند chaque personne qui inhibe le cortex normalement ou la raison de la personne. غير هذيك les sécrétions, ils doivent pas dépasser un seuil normalement. Comment ne Effectivement. pas dépasser ça? Donc, c'est-à-dire on gère la respiration, c'est-à-dire il faut s'appuyer sur des supports d'énergie comme le bois généralement les bureaux, mettre les pieds sur le sol, Mhm. réfléchir positivement, respirer Bon. convenablement. Donc, avoir ces coutumes de performance, souvent. Donc, ما عرفتش كل واحد شنو هما les coutumes de performance ديالو. Il y Mhm. a les gens qui prennent des stylos, il y a d'autres زعما qui tournent la tête dans tous les sens. Donc il y a certaines façons de faire et je pense Nada Shaima serait aussi intéressant c'est-à-dire de partager lors de chez ateliers mais les ateliers de Novon Siwan sur ça. Moi Oui. je dirais quand on comprend le process scientifique de le stress. Et d'ailleurs, nous-mêmes, Finovancy, on avait suivi quelque chose dans ce sens via LinkedIn, je pense. Mhm. Et Oui. c'était intéressant. Donc, il faut partager avec les jeunes et sachez que c'est naturel et c'est normal. Et au fur et à mesure, vous allez le surmonter, vous allez pouvoir le convaincre, le vaincre et vous allez améliorer votre façon de faire. Au lieu que ça dure durant 5 minutes, il va durer 3 minutes, puis 2 minutes, puis rire juste la prise de parole, ainsi de suite. Mhm. Donc, ne vous inquiétez Nadia, je pas. crois qu'on est à 2 minutes du prochain À 2 minutes. Company Talk. Je Donc, on pense va prendre que une dernière, d'accord? oui, je Et pense que on Faisal enchaîne aussi il est rapidement. connecté. Oui, une Mhm. dernière question et Question et on on donne la enchaîne parole à directement. Donc, Faisal. c'est une question que j'ai jugée importante. Il y a Ahmed Hilali qui nous demande s'il peut mentionner des expériences en tant que freelance quand on est étudiant. Est-ce que cela a un impact pour être sélectionné par une grande boîte en Haïti, bien sûr? Donc, oui, effectivement, ce sont des missions qui comptent énormément. C'est-à-dire, c'est un apprentissage professionnel très riche. Il faut mentionner ces expériences, il faut mentionner ce que vous avez réalisé concrètement, ainsi que l'environnement technique sur lequel vous avez travaillé. Donc voilà, je voudrais juste insister sur le fait que demain, Inch'Allah, il y aura un autre Company Talk avec Exactement. la même organisation. C'est-à-dire, vous pouvez, si jamais on n'a pas eu l'occasion de répondre à vos questions, on s'excuse parce que malheureusement, le temps est un petit peu serré. Mais demain, Inch'Allah, il y aura une deuxième occasion pour poser l'ensemble des questions. Donc là, n'hésitez pas à nous rejoindre demain aussi. Inch'Allah. Très bien, ben, merci Nada, merci Shaima. Merci Nadia et Shaima Merci à aussi. toi. Merci à Nada Au aussi. revoir. Salut.